Euh, voilà, je m'appelle Océane Schmidt, je suis chercheuse à l'université de Gießen en Allemagne. La vie de chercheur ou chercheuse amène au voyage, et c'est mon cas. J'ai beaucoup voyagé grâce à mon métier, ou à cause, je sais pas, en fonction. Euh, alors j'ai commencé mes études en tant qu'agronomiste, donc j'ai étudié les sciences agricoles et en particulier du fait de ma grande passion depuis ma plus tendre enfance pour les animaux, je me suis spécialisée sur les productions animales. Et au cours de mes études, on m'a parlé du bien-être des animaux d'élevage. Là, j'ai découvert que c'était une discipline scientifique et que il y avait des gens finalement qui étudiaient le comportement des animaux afin d'améliorer leur bien-être. Et là, ça a semblé être une évidence, donc je me suis spécialisée dans ce domaine. J'ai fait un doctorat ensuite sur le bien-être des cochons, qui sont devenus un grand amour pour moi. Et aujourd'hui, je continue mes travaux de recherche en me spécialisant en particulier sur la relation entre l'humain et l'animal. D'où ma présentation aujourd'hui. J'aimerais bien voilà, vous apporter un petit peu les données, enfin, ce qu'on connaît aujourd'hui scientifiquement et ce que vous pourriez appliquer dans votre vie. Euh, avant de commencer, si certains d'entre vous sont trop sensibles et ne peuvent pas supporter des images trop mignonnes à regarder, il est possible que vous souhaitiez sortir à un moment donné, je ne vous en voudrais pas. Euh, on va commencer par quelques petites définitions, juste pour poser un petit peu le cadre de cette présentation. Donc d'abord, les animaux domestiques. Ce qu'on appelle un animal domestique, c'est un animal qui vit en cohabitation avec l'homme en captivité. Et donc, alors, ce ne sont pas tous les animaux captifs, parce qu'il y a les animaux de zoo aussi, qui sont des animaux sauvages mais captifs. Et les animaux domestiques, en fait, ont été sélectionnés par l'homme pour justement leur, on va dire, collaboration. Donc, ça regroupe les animaux d'élevage et les animaux de compagnie. Et les animaux domestiques ne sont pas tous des animaux de compagnie, puisque une vache n'est pas forcément vue comme un animal de compagnie. Peut l'être, mais pas forcément. De même que un animal le sauvage normalement n'est pas un animal domestique, mais peut être un animal de compagnie, comme l'a fait la dernière jurisprudence. Je crois qu'on peut appeler ça une jurisprudence de la ley Rillette, qui a été enfin à qui on a dont on a autorisé la détention par sa propriétaire du fait de la relation assez spéciale qu'elle nouait entre elles. Les animaux non domestiques, donc sauvages, peuvent être donc des animaux de compagnie. Il y a aussi l'exemple des tortues Hermann, des reptiles, et en fait souvent ils demandent une capacité, enfin une preuve de capacité de la part de la personne qui les détient. En particulier pour répondre aux besoins de ces animaux, puisqu'ils sont moins connus du public. Et que normalement, ils n'ont pas été sélectionnés pour vivre dans les conditions de la captivité. Quand on parle de relations humain-animal, est-ce qu'on peut parler de relations sociales? Alors, quand on possède un animal de compagnie, quand on vit au quotidien avec un animal, on a envie de dire oui, parce que on se sent en amitié finalement avec cet animal, on sent qu'il y a des choses qui se passent, des émotions qui sont transmises, voire de la compréhension finalement entre les deux individus. Mais dans la définition, on va dire scientifique stricte du terme, ce ne sont pas des interactions sociales, ce ne sont pas des relations sociales, parce que ce qui est du domaine du social, c'est au sein d'une même espèce. Donc, par exemple, les interactions entre humains sont des interactions sociales, des interactions entre chiens sont des interactions sociales, qu'on appelle intraspécifiques, au sein d'une espèce. Et quand on a une relation entre deux espèces, alors que ça peut être l'humain avec un autre animal, donc un chien, une vache, ça peut être aussi un mouton et une chèvre qui vivent ensemble dans la même pâture, on appelle ça des interactions interspécifiques, entre espèces. Voilà. Donc ici, je ne parlerai pas de relations sociales, et si j'utilise ce mot, eh bien, je me trompe. Euh, les relations entre l'humain et l'animal, bah, elles sont pas du tout nouvelles. Avec évidemment le début de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, on a des traces en fait, qui datent voilà, de plusieurs dizaines de milliers, enfin une de- d'une d'une dizaine de milliers d'années, des traces de vie commune entre l'humain et les animaux. Donc les cochons, par exemple, font partie des premiers animaux domestiqués, ainsi que le chien. Enfin, le chien est le tout premier, puis les cochons.
Les relations entre l'humain et l'animal, elles s'arrêtent pas là. Alors ça, c'est un monument dédié, enfin à Paris, qui a été inauguré il y a pas très très longtemps, qui est dédié aux animaux qui ont participé à la Grande Guerre. Parce qu'il y a des millions d'animaux finalement qui nous ont rendu ce grand service d'être des soldats ou des aides de soldats, donc les mulets, les chevaux qui ont porté du matériel, qui ont porté des humains, les chiens qui étaient utilisés pour alerter, les pigeons qui étaient utilisés pour transmettre des messages. Et, euh, et donc aujourd'hui, on voit de plus en plus, j'ai assisté il n'y a pas longtemps à une présentation qui parlait justement de ces démonstrations de gratitude envers les animaux à qui on doit finalement notre condition actuelle. Donc en temps de guerre, mais aussi dans la science. Donc ça, c'est une statue, alors je ne sais plus où exactement, j'imagine Moscou, mais en Russie, qui est dédiée aux animaux qui ont été utilisés dans la science afin de trouver des remèdes enfin de faire avancer les connaissances scientifiques pour l'humain, donc la création de médicaments, mais aussi la compréhension de l'ADN. Donc là, cette souris, on voit, elle tricote un brin d'ADN, donc c'est le rappel de son rôle dans la science. Oui, parce que la souris était le premier modèle d'ADN qu'on a réussi à comprendre et à explorer. Et donc, ça a été le début de la compréhension de l'ADN chez l'humain. Et puis, on a d'autres monuments un peu plus à part. Donc ça, c'est la statue qui est dédiée à Hachiko, un chien un peu particulier. Donc c'est au Japon, à Shibuya, à la station de Shibuya, à Tokyo. Et en fait, Hachiko, il est un peu particulier. C'est un chien qui avait l'habitude enfin, de retrouver son propriétaire à la gare tous les jours. Et en fait, un jour, son propriétaire est décédé. Et le chien Hachiko n'a pas très bien reçu le message et il a continué à aller attendre son propriétaire à la gare. Et en fait, cette démonstration d'affection touche les gens, en fait. Et je pense que c'est ce qui fait partie de notre vision de l'animal et de la relation homme-animal. C'est qu'en fait, enfin, humain-animal, c'est qu'en fait, elle représente, on sent qu'il y a un partage d'émotions et on sent que ce n'est pas que unilatéral. Quand j'étais petite, je voulais avoir un zoo à la maison. Et ma maman, elle m'a dit, non, Océane, on n'a pas les animaux, enfin, on peut pas avoir tous les animaux parce qu'en fait, on va avoir les animaux dont on peut s'occuper et à qui on peut donner une vraie bonne vie. Donc un chien, on peut pas, parce qu'on part en vacances, et dans les années 90, eh ben, c'était refuge ou pas de vacances. Et ma mère me disait, ben, en fait, un chien, un chat, quand on le met au refuge, il comprend pas ce qui se passe. Lui, on le met dans un endroit, on lui dit, bah, dans 15 jours, mais il a aucune idée de ce qui se passe. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'on le laisse. Et puis on va revenir, mais dans ce laps de temps, le chien se demande si on revient. Ça lie un petit peu avec Hachiko, qui a pas compris que son propriétaire ne reviendrait jamais, finalement. J'ai lu Le Petit Prince et j'ai retenu cette phrase que ben, on devient responsable pour toujours de ce qu'on a apprivoisé. Et donc c'est de là en fait qu'est parti mon désir de travailler pour le bien-être animal parce que je fais partie de ceux qui pensent qu'on a un contrat moral avec les animaux que qu'on utilise pour se nourrir. Je pense pas, à titre personnel, je pense pas que ce soit un problème éthique d'utiliser des animaux pour se nourrir. Par contre, on leur doit la meilleure des vies possibles. Et ça passe par notre relation avec eux. Et je pense que voilà, ça commence à bâtir notre relation avec eux. Alors comme j'aime beaucoup ce livre, et qu'il est quand même très bien, on va explorer la relation homme-animal à travers le chapitre 21 du Petit Prince. Et c'est le moment où le Petit Prince y rencontre le renard. Et parce qu'en fait, ce chapitre-là, bah, c'est un guide de la relation humain-animal. Alors c'est impressionnant parce que ça date de 1943 et Antoine de Saint-Exupéry, bah, il avait déjà un peu tout compris. Donc voilà, les scientifiques derrière, ils ont fait beaucoup de travail pour mettre de la donnée scientifique sur ce que Saint-Exupéry avait déjà. Alors, on commence par le moment où le petit prince, alors le renard dit au petit prince que pour qu'il soit ami, il faudrait qu'il l'apprivoise. Et donc le petit prince lui demande qu'est-ce que ça signifie apprivoiser. Et le renard lui dit, ben, ça veut dire créer des liens. Et pour le renard, c'est absolument évident que créer des liens, c'est la base d'avoir une amitié, d'être apprivoisé. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interaction finalement? On va commencer par là. Alors une interaction, c'est une action entre deux individus au minimum. Donc dans notre cas, on a un humain et puis on a un ou plusieurs animaux de différents types et ils vont interagir.
Et cette interaction, elle peut se passer avec, enfin, elle se caractérise souvent à travers différents canaux sensoriels. Donc elle peut être tactile, ça c'est assez évident, je pense que tout le monde avait ça en tête. Quand on interagit avec un chien par exemple, on va le caresser, on va vouloir en tout cas le caresser. Pour nous les humains, c'est notre canal d'interaction principal. Enfin non, il y a la voix aussi, on parle beaucoup, mais quand il s'agit d'animaux, finalement c'est beaucoup par le toucher que ça se passe. Mais il y a aussi les interactions enfin, visuelles, se voir, en fait, finalement, avoir un contact visuel, et en particulier un contact oculaire, bah, c'est une interaction. Auditive, donc comme je disais, nous les humains, on adore parler. Entre nous, on parle énormément, et on parle aussi beaucoup aux animaux, même qu'ils nous comprennent complètement ou pas. Et olfactive, alors la communication olfactive, l'interaction olfactive, finalement, entre nous les humains, on a un petit peu oublié ce que c'était, parce que bah, on a la voix, finalement. Par contre, pour les animaux, c'est très très important. C'est même d'ailleurs un des canaux principaux, c'est-à-dire qu'un chien est capable de sentir le stress d'un humain, parce qu'il est capable en fait de sentir les changements d'odeur dans sa transpiration. Enfin, notre transpiration finalement a une odeur un peu différente quand on est stressé parce qu'on sécrète un peu plus de cortisol. Et ça, les chiens, ils sont capables de le détecter. Et aujourd'hui, j'ai une amie et collègue à Bristol, à l'université de Bristol, qui a fait un doctorat là-dessus, en fait. Est-ce que les chiens sont capables de repérer les gens stressés et de les aider en cas de stress? Est-ce que c'est possible? Et oui, c'est possible. Euh, alors, il y a des interactions évidemment positives ou négatives. Donc là, je vais enfoncer des portes ouvertes, évidemment, mais bon, c'est quand même toujours bien de le rappeler. Une interaction positive, pour les animaux, en tout cas du point de vue de l'animal, tel que démontré par la science, ça se passe plutôt avec le fait qu'on parle à voix basse, qu'on évite des forts, enfin d'avoir une voix forte ou d'avoir des exclamations de voix. Se déplacer lentement et calmement, être assez attentif à nos gestes et de toucher les animaux avec douceur, donc des caresses ou des gratouilles. Voilà. En général, c'est apprécié quand l'animal connaît un petit peu cette interaction. A contrario, les interactions négatives, bah, c'est parler fort, se déplacer brusquement, faire des gestes brusques, soudains, imprévisibles pour l'animal. C'est d'ailleurs un des problèmes qui se passe avec les interactions entre les chiens et les enfants en très bas âge dans des foyers. Parce que les enfants, alors c'est le côté émerveillant de l'enfant, c'est que il va passer du coq à l'âne, du rire, du rire aux larmes en 2 secondes et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Alors si nous, adultes, humains de la même espèce, on n'est pas toujours capable de prévoir ce qu'un enfant va faire, imaginez un pauvre chien qui même des fois n'a jamais vu ce qu'était un enfant adulte, enfin n'a pas la connaissance en fait de l'humain bébé. Et c'est souvent, en fait, c'est pour ça que souvent les chiens vont avoir peur des enfants parce qu'ils sont imprévisibles. Ils ont beaucoup de gestes brusques, ils vont courir, se mettre à courir, puis tomber, puis hurler. Voilà. Évidemment, donc là c'est la grande porte ouverte. Frapper ou pousser un animal est évidemment une interaction négative. C'est jamais très bien perçu par l'animal. Et enfin, on a des interactions neutres qui souvent se limitent au contact visuel ou auditif, mais voilà, avec une parole calme, avec les animaux. Et ici, c'est un petit exemple de comment est-ce qu'on peut interagir avec un animal sans forcément le toucher directement. Bah, c'est lui offrir un petit peu de nourriture. Et alors ça, en général, c'est très bien perçu par l'animal parce que bah, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est gratifiant. Et si ça vient d'un humain, en fait, ça participe à associer l'humain à quelque chose qui a été bon et gratifiant. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. C'est une étude que j'ai fait pendant mon master, donc c'est moi jeune. Donc dans l'étude, on offrait des comportements, enfin des caresses, enfin des interactions positives aux cochons. Donc comme vous pouvez le voir, je m'assois et j'attends qu'ils viennent. Quand ils viennent, bah, je les touche. S'ils s'en vont, je poursuis pas mon interaction. Merci, j'attends qu'ils reviennent. Et à contrario, l'interaction négative, bah voilà, ma collègue, donc elle attrape de force un cochon, elle le maintient en place, elle frappe dans ses mains, ça fait des bruits, c'est des bruits brusques, c'est pas forcément
plaisant. Et là, elle utilise alors on va appeler ça une pagaie, je sais pas trop comment on appellerait ça en français, mais c'est un outil qui est utilisé, enfin c'est oui, un outil qui est utilisé sur les fermes pour guider les cochons. Alors, on ne frappe pas les cochons avec, juste on l'utilise justement pour faire du bruit, pour qu'ils s'en éloignent. Donc là, par exemple, c'est une utilisation des interactions négatives, mais pour faciliter finalement la conduite d'un troupeau. Ces interactions négatives, elles le sont, enfin, c'est évident. Après, les animaux, enfin, ils avaient peur de l'humain, mais ils n'étaient pas non plus, voilà, ils n'ont pas été maltraités, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de violence faite à l'égard de ces animaux. Et ça, ce sont des choses qui peuvent arriver normalement sur une ferme et qui sont pas perçues forcément comme négatives dans le sens où ben, on frappe pas l'animal en fait directement, mais on a besoin qu'il s'éloigne de nous, enfin qu'il aille dans la direction opposée de la nôtre. Et donc pour faire ça, eh ben, on fait du bruit qui les amène à fuir. Donc parfois, les interactions négatives sont utiles, mais bah, forcément, du point de vue de l'animal, elles sont pas vraiment positives, même très négatives. Donc du point de vue des animaux, euh, il est important Alors, les interactions participent à la perception que les animaux ont des humains. S'ils n'ont que des interactions positives, ils vont penser que les humains, alors cet humain en particulier, s'ils n'en connaissent qu'un, puis ils vont généraliser à plusieurs humains, voire tous les humains, en fonction de la fréquence d'interaction et de la positivité des interactions qu'ils vont avoir. Et il y a une période qu'on appelle la période sensible. C'est en général les premières semaines, voire mois de vie d'un animal, selon sa durée de vie évidemment. En général, c'est un peu avant le sevrage et un peu après le sevrage. Et on appelle ça une période sensible parce que c'est une période où les événements, enfin ce qui va se passer pendant cette période va avoir un effet plus marquant sur l'animal. C'est-à-dire que si par exemple ils ont des interactions positives, ils ont que des interactions positives avec les humains pendant cette période, ils vont, on va dire, leur mode par défaut va être les humains sont sympas. On a des interactions positives avec les humains. A contrario, s'ils ont eu que des interactions négatives, ben, ils vont penser que les humains sont effrayants et qu'il vaut mieux pas interagir avec eux. C'est pour ça que quand, lors de l'adoption d'un chiot en particulier, parce que c'est beaucoup fait avec les chiots, parce que bah, les chiens sont amenés à rencontrer beaucoup d'humains lors de leur sortie, lors de leur balade. Donc, lors de l'adoption d'un chiot, on dit aux propriétaires, rencontrez le plus d'humains possible. Faites venir beaucoup de gens, des copains à la maison, faites des caresses au chien, jouez avec le chien. Il faut qu'il associe l'humain à quelque chose de positif. Parce que plus tard, en tant qu'adulte, eh ben, c'est ça qu'il aura comme souvenir, et que s'il rencontre des mauvais humains, mais il y aura plus de chances que le chien se dise, ah, celui-là, c'était pas un bon humain, mais bon, tous les autres que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ils étaient quand même sympas, donc on va pas non plus rejuger l'espèce à cause de un individu. A contrario, et c'était une des grandes craintes des confinements durant la période du Covid, c'est que les gens qui ont adopté des chiots pendant cette période ne pouvaient pas voir beaucoup de monde finalement, parce qu'on n'avait pas trop le droit de se rencontrer. Et une des peurs des éducateurs canins et des comportementalistes, c'était que ces chiens-là, en fait, commencent à développer des peurs, voire des tendances agressives envers les humains, parce qu'ils en ont pas vu assez pendant leur période sensible, et que une fois à l'âge adulte, eh ben, ça demande un peu plus de travail de créer ces associations. C'est là où aussi rentrent en compte les interactions indirectes. Donc pour l'instant, on a parlé des interactions directes, c'est-à-dire qui sont directement dirigées vers l'animal. Donc on lui parle, on le regarde, on l'appelle et on le touche. Mais il y a aussi les interactions indirectes, c'est-à-dire ce qu'on peut faire à côté, sans penser à l'animal, et qui vont avoir un effet marquant. Par exemple, on est à la maison, on vient d'avoir un nouveau chiot, et on bricole. On sort la perceuse, et on va fixer notre petite étagère. Le bruit de la perceuse, c'est hyper effrayant. L'aspirateur, c'est hyper effrayant pour un chien. Ça sort de nulle part. Eux, ils sont pas au courant de ce que c'est un aspirateur. Cet événement soudain et effrayant peut être associé à l'humain parce que finalement, bah, c'est l'humain qui l'a dans la main. Le bruit vient de l'humain. Et en fait, sans préparation ou sans prendre en compte le fait que ça peut être effrayant pour le chien, ben en fait, l'animal, en fait, de manière générale, peut associer cet événement effrayant avec l'humain, et donc l'humain est effrayant. Donc il faut faire quand même attention. Ça peut évidemment se produire sur des fermes.
enfin à n'importe quelle échelle, mais voilà, sur les fermes, bricoler, c'est pareil, faire tomber quelque chose de manière brutale, alors que les animaux ne nous ont pas vus, c'est voilà, source de peur. Jusqu'à maintenant, non. Au début de la recherche sur la relation humain-animal et sur les interactions entre humains et animaux, les chercheurs se sont plutôt concentrés sur les interactions négatives. Finalement, parce que ce qu'on voulait, c'était réduire le mal-être des animaux. Et donc, on cherchait qu'est-ce qui se passe de négatif dans la vie d'un animal et comment le réduire. Aujourd'hui, il y a une évolution qui se fait parce que on est quand même très bien renseigné sur ce qui est négatif et quelles sont les conséquences de ces comportements négatifs. Et on essaye d'évoluer justement vers une meilleure compréhension de ce qui est positif pour l'animal. Parce que on va avoir tendance à se dire, bah oui, je caresse l'animal et il est content, enfin c'est doux, je suis pas brusque, je suis au calme, normalement c'est bon. Mais il y a des préférences du type d'interaction. Par exemple, avec les cochons, moi, il y en a, ils adoraient se faire gratter au niveau des oreilles ou sous la gorge. Et il y en a, ils aimaient pas trop ça. Par contre, ce qu'ils adoraient, c'était qu'on leur masse le ventre et ils nous montraient le ventre. Voilà. Mais ça, c'est vraiment des préférences individuelles. Donc maintenant, les recherches, au lieu de considérer que voilà, les cochons aiment les caresses. Oui, d'accord, mais pas tous pareil. Il y en a qui aiment les caresses rapides, il y en a qui aiment les caresses très lentes. Voilà. Donc, on commence à prendre en compte l'individualité des animaux et l'attachement à long terme, ou plutôt, on va dire, l'effet à long terme des interactions. Pour l'instant, la plupart des recherches scientifiques, alors pour des raisons aussi de praticité, parce que malgré qu'on adorerait passer toute notre vie à caresser des animaux pour voir ce que ça fait, on a d'autres choses à faire, et puis on n'a pas des budgets illimités. Euh, donc jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était de soumettre les animaux. Alors les animaux ne connaissaient rien de l'humain, et puis on en soumettait un groupe, comme je vous ai montré pour les cochons, un groupe avait des interactions positives, un groupe des interactions négatives, et on faisait la comparaison des deux après une paire de semaines. Donc dans mon exemple, 3 semaines. En général, ça allait pas beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, on essaye justement de voir ce qui se passe sur à l'échelle de la vie d'un animal ou sur des plus longues périodes. Donc comment est-ce qu'on crée des relations positives? Parce que maintenant, on sait ce que c'est une interaction, on sait que la relation émerge des interactions qu'on peut avoir d'animaux. Et c'est ce que demande le petit prince. Et le renard, il lui dit, eh ben, il faut être patient. Et il lui dit, et il lui donne, il lui dit comment ils vont faire. Donc il dit, tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Alors ça, c'est très important parce que nous, les humains, on comprend tout du langage. Par contre, les animaux, c'est pas sûr. Il faut quand même qu'on ait prononcé plusieurs fois le même mot dans le même contexte pour qu'ils commencent à comprendre que ce mot-là va engendrer une action. Et il dit, mais chaque jour, tu vas t'asseoir un peu plus près. Et c'est ce que je et tous les scientifiques qui travaillent sur la relation homme-animal font. Donc, ça, c'est dans les premiers jours. Je crois que c'est le troisième jour, parce que le premier jour, en général, il reste un peu loin. Il y en a peut-être un qui est assez courageux pour venir. Et donc, vous voyez, donc voilà, je suis assise, donc je force pas le contact. Et les cochons, vous voyez, il y en a une qui reste près de sa nourriture, qui a pas du tout envie d'interagir pour l'instant. Elle regarde ce que les deux autres font. Et les deux autres, elles font des contacts un petit peu timides. C'est-à-dire elles vont me sentir, elles vont me toucher un petit peu. Mais si vous regardez bien, voilà, dès que je bouge ma main, ouh, non, non, je sais pas ce qui peut se passer. Euh, je me rétracte parce que, je veux pas me mettre en danger non plus. Ça, c'est les premiers jours. Au bout d'une petite semaine, alors vous voyez une petite réaction de peur parce que la porte a claqué, enfin en tout cas la porte s'est ouverte, ça fait un bruit soudain dans un silence auquel elles sont habituées. Et donc je rentre dans le clos et là de suite, hop, elles approchent, je suis même pas encore assise, mais elles savent, voilà, la dame qui arrive avec sa tenue rouge, elle est sympa. Ça fait plusieurs fois qu'on la voit, il se passe jamais rien de vraiment méchant. Et là, voilà, les trois initient le contact avec moi. Et cette fois, quand j'avance ma main, quand je bouge mes mains, quand je les caresse, elles restent en place. Finalement, c'est un contact. Alors,
on va dire qu'elles apprécient, parce que de toute façon, enfin, si elles n'appréciaient pas, elles ont le choix de pouvoir partir. Moi, je les force à rien. Et là, voilà. Euh, à l'évidence, en tout cas, c'est un moment plutôt, voilà, plutôt sympa. Et donc, à la fin, alors, je vais pas tout vous laisser. Alors, je suis désolée, ça se joue mal, mais celle-là, elle est en accéléré. Et alors, à la fin, eh ben, alors déjà, ils sursautent même plus quand je rentre. Elles ne bougent même plus quand je suis là. Et, euh, et voilà, elles apprécient. Alors c'est un super accéléré, mais vous voyez le fait de caresser le ventre. Celle-là, en fait, elle grogne un petit peu quand je lui fais. Alors, grogner, pardon, elle émet des. Oui, c'est des grognements, mais des grognements de plaisir. Et vous voyez, celle-là, enfin, celle qui vient de se lever, donc elle s'est réveillée, elle se dit, ah ouais, non, attendez, moi je vais aller interagir un petit peu, là, la renifler, voir un petit peu si on peut avoir quelques caresses. Et voilà, et elles sont, enfin, vous voyez encore qu'elles sont complètement libres de faire ce qu'elles veulent. Et là, voilà, hop, petite gratouille sur le côté. Bon, je m'allonge, je profite de ce qui se passe. Voilà. Donc, avec de la patience et en étant calme, en faisant attention à ce qu'on fait et en lisant assez bien les expressions de l'animal, c'est-à-dire que bah voilà, si je vois que les animaux se rétractent, bah je vais pas imposer, je vais pas avancer encore plus la main. À l'évidence, c'est quelque chose qui leur fait peur. Donc à ce moment-là, bah, je vais plutôt retirer ma main et quand elles seront de nouveau en contact, je vais la représenter pour qu'en fait il y ait suffisamment de fois où ça arrive et où il n'y a rien de négatif pour que ça soit associé comme quelque chose de alors d'abord neutre et puis après peut-être positif.
On devrait tous. Alors, on peut pas parler d'établir une relation avec un animal ou d'interaction positive. Alors, positive pour qui déjà? Et c'est un petit peu la question qu'on se pose. Sans parler des émotions animales. Alors, évidemment, pour tous ceux qui vivent ou qui sont, enfin, qui sont en contact avec des animaux, c'est évident qu'ils ont des émotions. Je pense qu'on les voit. Parfois, on fait un petit peu d'anthropomorphisme, c'est-à-dire qu'en fait, on se met un peu trop à la place de l'animal et on voit des choses peut-être qui sont peut-être pas forcément là, mais je connais très peu de personnes qui vivent avec des animaux ou qui côtoient des animaux et enfin, en fait, je connais personne qui me dit non, mon animal n'a aucune émotion, c'est juste une petite machine à poils qui respire et voilà. Mais euh, en fait, Darwin, Charles Darwin, le grand, la personne qui a théorisé sur ce qui fait notre évolution, donc le fait que enfin, se reproduisent mieux les individus qui sont les mieux adaptés au milieu. Et c'est comme ça que l'évolution se fait, c'est-à-dire que c'est la survie de celui qui est le mieux adapté à son environnement et qui passe ses gènes. Mais ce monsieur, pour faire ses travaux sur la théorie de l'évolution, en fait, il a regardé beaucoup de cultures humaines. Et en fait, il s'est aperçu qu'à travers toutes les cultures humaines, même si elles n'ont pas les mêmes modes de vie, donc en ville, dans les forêts, enfin voilà, tout le monde avait les mêmes expressions faciales pour exprimer la joie, la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la surprise. Oui? La surprise, c'est pas vrai. Est-ce que c'est vraiment une émotion là parce que dans Vice Versa, ils l'ont pas mis. Ah, La j'adore surprise, parce que ça. la surprise, c'est un peu comme si c'est pas une surprise négative avec la peur et Mhm. la colère, soit la peur et la joie, c'est un peu ça, quoi. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, on va dire que la surprise, c'est une émotion, mais qui peut avoir les deux. Alors, on appelle ça la valence. Elle peut être soit positive, soit négative. Mais pense à quelque chose. Pense à une surprise que tu as qui est négative. Tu vois, quelque chose qui te surprend, mais tu vas faire, normalement, ce que tu vas exprimer, c'est. Et si c'est une surprise Un peu positive, du dégoût. alors le dégoût, c'est plus. Tu vois? Même si. Et la surprise positive, bah, c'est aussi. C'est la bouche en haut, comme ça, les yeux grands ouverts. Et que ça soit positif ou négatif, en fait, on va l'exprimer de la même façon. Et donc, et donc ça, eh ben, ça existe aussi chez les animaux finalement. Alors, Charles Darwin a aussi vu ça sur les animaux, mais bon, j'ai pas mis ses dessins parce que bon, c'était plus sympa de regarder des huskies. Et, euh, et surtout, alors, j'ai parlé un petit peu d'anthropomorphisme, donc le fait de trop, de surinterpréter peut-être quelque chose qui est, mais ou de sous-interpréter. Alors c'est pas de l'anthropomorphisme peut-être dans ce cas-là, mais les humains en fait on n'est peut-être pas 100% fiable pour interpréter ce qui se passe dans l'esprit d'un animal, parce que souvent on va utiliser le contexte. Et si on connaît l'individu, eh ben, on va encore plus interpréter les choses. Et donc ça, en fait, c'est les images d'une recherche scientifique qui utilise des intelligences artificielles pour. Alors, ils montrent plein de photos de chiens et en fait, ils demandent à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux les classer? Est-ce que tu peux me regrouper les chiens selon leurs expressions, enfin selon la manière dont les yeux sont ouverts ou fermés, la bouche ouverte, fermée, le nez plutôt rétracté, plutôt ouvert, les dents qui se montrent. Et en fait, si, alors, la théorie derrière ça, c'est que si la machine, enfin l'algorithme qui lui n'a aucune, alors n'a vraiment pas d'émotion et n'a aucune idée du contexte dans lequel ces expressions faciales ont été émises, si elle arrive à classifier les expressions faciales, c'est qu'elles existent. C'est que finalement, bah, tous ces chiens ont exprimé la même chose. Et après, on va regarder le contexte. Et si le contexte est le même, eh ben, ça veut sûrement dire que c'est une expression émotionnelle due à une réponse du coup au contexte. Alors, je vais essayer de pas trop vous alourdir de théorie, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir ça. Donc, pour l'instant, dans la science, il y a deux modèles prévalents sur les émotions animales. Donc, on part toujours des émotions primaires. Alors, il y a le modèle de Pansel qui dit, en fait, on a des modèles de motivation. Donc, la recherche, par exemple, donc vouloir quelque chose, c'est être enthousiaste. Ça amène l'émotion d'enthousiasme pour cette chose-là.
La rage, alors j'ai employé rage parce que sinon j'ai employé colère 2 fois, mais donc le fait d'être très en colère, bah, en fait, voilà, ça vient de d'une émotion très négative et de vouloir, de faire une action, plutôt violente envers ce qui a provoqué, cette émotion. Donc on a la peur, qui est liée à l'anxiété, enfin au sentiment d'anxiété. Finalement, on a peur, enfin voilà. Hem, la luxure, qui est donc l'excitation sexuelle, ça fait partie des motivations enfin des systèmes de motivation de l'animal. Le soin, donc il montre la tendresse et l'amour, donc maternel en particulier chez les espèces, parce qu'il y a très peu d'espèces qui montrent du soin entre adultes, par exemple. Alors, ça peut arriver, mais disons que le soin maternel, c'est quand même le plus développé. Ou le soin aux congénères. Par exemple, les oiseaux vont nourrir l'individu qui va nicher, enfin qui va couver les oiseaux. Donc voilà, ils vont faire du soin entre parents. La panique, donc, qui est liée à la solitude et à la tristesse, c'est-à-dire que, alors, dans ce sens-là, la panique, c'est la panique d'être seul. Et c'est surtout pour des animaux sociaux, donc qui vivent en groupe. Et en fait, pour les animaux sociaux, bah, être éloigné ou, enfin, se retrouver seul, bah, alors déjà, ça sent pas très bon pour la survie, et ensuite, bah, c'est pas naturel finalement, puisqu'ils vivent en groupe. Et enfin, le jeu qui amène la joie, là, bon. Et, euh, et en fait, toutes ces émotions primaires, finalement, elles sont là dans la relation entre l'humain et l'animal. Il y a une recherche, il y a un enthousiasme à interagir, alors de la part de l'animal comme de la part de l'humain, il y a un enthousiasme à interagir. Il peut y avoir de la colère si quelque chose se passe mal, d'une partie ou d'une autre. Il peut y avoir de l'anxiété quand on n'est pas sûr avec qui on interagit et de comment ça va se passer. Il peut y avoir du soin quand c'est des bébés ou quand ils sont malades. Il peut y avoir aussi du soin de l'animal vers l'humain. Il y a pas très longtemps, j'ai vu un artiste qui prétendait être blessé dans la rue, et il y a un chien de rue qui est venu le lécher et se coller contre lui. Alors voilà, ce sont des choses un peu anecdotiques, mais finalement qui montrent qu'il peut y avoir du soin entre des animaux vers l'humain. La panique, si bah, par exemple les chiens qui sont habitués à vivre en permanence, enfin mon chien par exemple, quand je m'en vais, il est en panique, enfin il est pas en panique totale, mais bon, clairement il apprécie pas ce moment-là, il se sent seul, il est un peu déprimé, voilà. Et le jeu évidemment avec de la joie. Donc le seul que j'ai évité, c'est parce que bon bah a priori l'excitation sexuelle et la luxure, on essaye d'éviter quand même entre espèces, et surtout humain-animal, c'est répressible par la loi, donc voilà. C'est le seul, c'est le seul qu'on n'a pas entre deux espèces. Et ensuite, on a le modèle de Mendel qui, lui, en fait, essaye de classer les émotions. Alors, ça, c'est ce dont c'est relié à ton intervention de tout à l'heure, en fonction de la stimulation. Donc, stimulation haute, c'est beaucoup d'énergie qui va être mis dans cette émotion. Stimulation basse, bah, c'est le plutôt calme, donc on va pas, enfin, c'est ouais. Donc le calme, la dépression. Et ensuite, selon la valence, donc est-ce que c'est plutôt positif, une émotion positive ou négative? Et donc, vous voyez là des exemples d'émotions. Donc, j'ai essayé de reprendre un petit peu, enfin, pardon, je vais pas essayer de reprendre, enfin, c'est les mots de l'article, mais vous voyez qu'il y a les mêmes mots un petit peu utilisés. Donc, l'enthousiasme, eh ben, on a beaucoup d'émotions, enfin, on a beaucoup de stimulation. On veut, enfin, on va mettre de l'énergie pour approcher ce qui nous rend enthousiaste. Et c'est plutôt positif. A contrario, bah, être calme ou détendu, bah, il n'y a pas trop d'énergie finalement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais c'est quelque chose de positif. Et donc, l'animal au sens général va plutôt rechercher enfin, en tout cas faire un mouvement de recherche vers les émotions positives à stimulation haute, et éviter les émotions négatives à stimulation haute. Donc la peur, l'anxiété, c'est pareil, il y a un grand mouvement qui va se faire. Quand on a peur de quelque chose, notre réflexe est de courir, peut-être pas de courir, mais de s'éloigner en tout cas. Donc il y a un mouvement. Et donc ça, cette base d'émotion et cette base de caractérisation avec l'intensité de l'énergie ou de la stimulation et la valence, ça nous permet de mesurer la qualité de la relation humain-animal. Et donc là, le renard, il faut lire entre les lignes, mais il nous suggère que lui, il reconnaîtra le bruit des pas du petit prince qui sera différente de tous les autres. Les autres me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et ce que là, il dit, c'est que
En connaissant le Petit Prince, il va apprendre à reconnaître le bruit de ses pas. Il va apprendre que lui, il a des pas particuliers par rapport aux chasseurs, par rapport aux autres humains, et qu'il aura une réaction différente à entendre ces pas-là. Il va vouloir s'approcher du Petit Prince, là où il va vouloir fuir les autres. Euh, alors, évidemment, ça, enfin, ce que dit le renard, ça sous-entend que les animaux, ils sont capables de mémoriser. Et alors, mémoriser les caractéristiques de l'humain, mais mémoriser aussi ce qui s'est passé et de prédire ce qui va se passer, enfin, ce qui va se passer lorsque il y aura une interaction avec l'humain. Donc ça, c'est des capacités qu'on appelle cognitives, donc intellectuelles, qui sont bon, relativement élevées, mais que tous les animaux possèdent. Alors je vais vous épargner l'exemple du chien et du chat, mais par exemple les cochons, eux, après avoir interagi pendant 3 semaines avec un humain, ils sont capables de se souvenir de cet humain et de ce qui s'est passé avec cet humain pendant 5 semaines. Alors comment est-ce qu'on sait? On représente, enfin l'humain se revient dans l'enclos et s'il a interagi négativement, les cochons ils vont pas s'en approcher. Par contre, s'il a interagi positivement, les cochons vont vouloir s'en approcher. Et ce, donc 5 semaines après avoir eu aucune exposition à cet humain. Donc c'est quand même une assez bonne mémoire. Surtout, ce sont des cochons jeunes. Donc il se passe quand même pas mal de choses dans leur vie. Et il y a une généralisation qui est possible. Alors basée sur la cohérence et la similarité des interactions, ça veut dire si un autre humain se présente et agit de la même façon, c'est-à-dire par exemple est-ce qu'il va s'asseoir de la même manière ou est-ce qu'il va se comporter de la même façon, donc en étant calme ou porter les mêmes vêtements, les cochons en fait vont se dire ah c'est comme l'humain que je connais, ou il y a des chances que ce soit comme lui. Les vaches aussi donc, font de la discrimination des humains, donc elles sont capables de reconnaître, de différencier les humains basés sur leur expérience précédente et sur la couleur des vêtements. Ça, c'est très important aussi parce que, bah, alors, nous, on porte des vêtements de plein de couleurs. Tous les jours, on change, etc. Par contre, qui c'est qui porte les vêtements, des vêtements toujours de la même couleur? Les vétos. On a une véto dans la- Voilà. Et les vétérinaires, ils sont souvent en blouse blanche ou bleue. Et ou d'autres couleurs peut-être. Voilà, le blanc, c'est un peu salissant, effectivement. Euh, Mais voilà, et en fait, par exemple, pour les vaches, par exemple, les gens qui travaillent sur la ferme, ils vont être par exemple en vert. Et le jour où les vétérinaires, ils arrivent avec habillés en bleu ou en blanc, enfin chez nous ils sont en blanc, les vaches, elles sont pas pareilles. Elles s'éloignent, elles sont là, oula, attends, là il y a les vaccins qui arrivent, ça, ça sent pas bon pour moi. Voilà. Donc c'est très important parce que finalement, les vétérinaires, ils veulent le bien de l'animal, hein, et ce qu'ils font est positif pour l'animal dans l'idée parce qu'ils prennent soin de l'animal. Par contre, une vaccination, ça fait mal sur le coup et malheureusement, les vétérinaires sont souvent associés à quelque chose de négatif. Donc, si vous avez des animaux de compagnie, on en parle un peu plus tard, c'est bien de leur apprendre que le vétérinaire, il est sympa. Donc les moutons aussi, pareil, ils distinguent les animaux les humains basés sur leur expérience précédente et ils arrivent à distinguer les visages connus et inconnus. Alors, je vous raconte un petit peu cette expérience parce que moi, elle me fait rire. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont montré des photos d'Emma Watson, alors sous tous les angles, et d'Obama à des moutons et ils leur ont dit, si tu l'approches et que tu touches avec ton nez cette photo, je te donne à manger. Bon, ça n'a pas pris très longtemps. Ils approchaient. Et ensuite, on leur a montré d'autres photos de n'importe qui. Et on leur a présenté les deux, l'un à côté de l'autre, et on leur a dit, vas-y, approche, approche qui tu veux. Donc, dans l'idée, ils ont envie quand même d'avoir la récompense. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont approcher normalement, ils approchent le visage qu'ils connaissent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce qui veut dire qu'ils sont capables de différencier, et alors sous toutes les coutures, hein, c'est-à-dire trois quarts face, trois quarts dos, vue de haut, vue de bas, enfin voilà, il y avait un peu tous les angles de montrer. Et ils sont capables, en fait, d'identifier des subtilités sur nos visages et de les différencier d'autres visages. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt intéressant quand même. Et les chèvres reconnaissent les gens par leur apparence et leur voix, et elles préfèrent approcher alors toujours sur le même système d'approche d'images positives. Alors cette fois, les chèvres n'étaient pas récompensées, mais on leur montre des visages humains, certains qui expriment la joie, certains qui expriment la colère, et les chèvres, elles préfèrent quand même approcher ceux qui expriment la joie, ce qui veut dire qu'elles ont quand même
une plutôt bonne idée de comment l'humain se comporte quand il exprime la joie ou la colère. Et ça aussi, c'est quand même plutôt intéressant. Parce que quand on y pense, on est capable de décrypter pas mal des animaux qu'on voit tous les jours, mais moi, personnellement, je suis pas très très bonne à décrypter les expressions faciales des moutons. J'en vois pas beaucoup déjà dans mon quotidien. Et, euh, et ouais, je sais pas quand est-ce qu'ils sont pas contents ou quand ils sont contents. Et pourtant, je suis éthologue, donc des fois, c'est voilà, c'est un peu subtil. Et moi, je trouve ça quand même plutôt chouette. Et, la qualité d'une relation, on a des tests un petit peu sophistiqués. Ou alors celui voilà, du biais de jugement, où en fait on va demander aux animaux, est-ce que le verre il est à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste? Alors pour faire ça, ben, on leur apprend déjà qu'est-ce que c'est le verre plein. Alors le verre plein, c'est un signal, donc là un son, et quand ils approchent, on leur donne une récompense. Donc ça c'est le verre plein, c'est plutôt positif. Et ensuite, on leur apprend qu'est-ce que c'est le verbe vide. Alors, je vous montre une petite rate parce que sinon on voit pas. Donc, on leur présente un signal qui est complètement opposé. Et s'ils approchent, ils ont un jet d'air dans le museau. Alors, c'est de la surprise négative. Ça leur fait pas mal, hein. C'est vraiment que de la surprise. Mais bon, c'est quand même un truc qui est pas terrible. Enfin, ils apprécient pas trop, quoi. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, dès que ça se produit, ils s'éloignent. Ils restent pas. Bon, il y en a qui restaient. Je vous donne tous les détails de l'expérimentation. Il y en a sur qui ça n'avait pas trop d'effet. Mais bon. Et ensuite, eh ben, on leur présente ce qu'on appelle un signal ambigu. Quelque chose qui est pile poil entre les deux, en termes de fréquence, de nombre d'itérations, mais aussi en termes de ton. Et là, on leur dit, bah là, le verre, il est à moitié. Est-ce que tu approches ou est-ce que tu approches pas? S'ils approchent, ça veut dire que dans leur tête, on est plutôt sur, ouais, je pense qu'il y a une récompense. Ils sont optimistes. S'ils n'approchent pas, ils pensent qu'il va y avoir quelque chose de négatif qui va se produire. Ils sont plutôt pessimistes. Et ça, alors dans cette étude-là en particulier, c'est l'étude donc de mon master où on a interagi positivement et négativement avec les cochons. Les cochons qui avaient eu que des interactions positives, bah, eux, ils étaient très optimistes. Les cochons qui avaient eu que des interactions négatives, eux, ils étaient pessimistes. Et ceux à qui on n'avait rien fait, c'est-à-dire qu'il n'y avait eu aucune interaction, sinon se regarder un petit peu comme ça, parce qu'il fallait quand même regarder qu'ils aillent bien et leur donner à manger, et ben eux, ils étaient pile au milieu. Donc, on était très contents de nos résultats, je vous le cache pas. Mais voilà, en fait, avec ça, on peut voir quel est l'état émotionnel de l'animal euh, après avoir eu des interactions de différentes valences. Et donc, ça montre voilà, comment l'animal se sent finalement à l'intérieur. Ensuite, on a, alors ça c'est un truc qu'on peut faire à la maison presque. Et ce sont des tests qui sont faits quand, par exemple, quand il y a des labels de certification bien-être animal pour des produits animaux, donc du lait, de la viande, eh bien, ça fait partie des protocoles de mesure du bien-être. On regarde la relation entre l'éleveur, ou les humains en général, et l'animal. Donc là, c'est un test d'approche volontaire. Donc l'humain, il est là, dans le coin. On voit que les bottes. Euh, le veau, là, il a le choix d'interagir ou pas. Et ce qu'on va regarder, c'est le temps qu'il met à alors, s'il vient toucher l'humain ou pas, s'il l'approche. Déjà, ça nous donne une première idée. Et ensuite, combien de temps il met à approcher. C'est-à-dire qu'un animal qui va approcher très rapidement, normalement, il a plutôt une perception positive de l'humain. Donc, une bonne relation avec les humains en général. Et s'il décide de pas approcher, eh ben, c'est sûrement que ça voilà, c'est qu'il en a. Alors ça peut être dû à autre chose, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais en général, ça nous donne quand même une petite idée qu'ils aiment pas trop interagir avec les humains, ou en tout cas s'en approcher. Et ensuite, on a le test d'approche forcée. Et pour celui-là, en fait, l'humain s'approche de l'animal. Et alors, vous me voyez avec mon petit chrono. Et je regarde, en fait, combien de pas je peux faire et au bout de combien de temps, en fait, l'animal s'éloigne de moi.
Il y a des animaux qui ne s'éloignent pas, qui acceptent le contact. Dans ce cas-là, ça veut dire que un humain qui s'approche, c'est pas du tout, c'est pas une source de frayeur pour eux. Et il y a des animaux qui, dès lors qu'on fait un pas, voire même on brandit le bras, ils sont déjà loin. Donc là, c'est des animaux qui sont très peureux, qui donc n'ont pas une bonne relation avec les humains, finalement. Et enfin, on peut faire un test de préférence. Donc là, il y a deux de mes collègues. Celle en noir, les cochons sont habitués à interagir avec elle de manière positive. Et celle en jaune, bah, ils la connaissent pas du tout. Et donc là on teste notre petit cochon Sophie. Elle a un S sur le dos, je vous ferai remarquer, nous avions donné des noms. Et voilà, et alors là, elle regarde. Ah ouais, non, mais toi, je te connais. Bon, je vais aller voir celle-là. Alors là, dans ce cas-là, on peut interpréter différemment. C'est-à-dire que on sait que c'était plutôt positif le temps qu'elle passait avec ma collègue en noir. Donc le fait que et les cochons aiment beaucoup la nouveauté. Donc le fait qu'elle aille voir un humain nouveau, c'est aussi un signe qu'elle a généralisé finalement son expérience avec les humains. Pour elle, alors je vous le cache pas, il n'y avait pas que ma collègue. Moi aussi, je leur faisais des petites gratouilles. Tous nos étudiants, évidemment, ils leur faisaient des petites gratouilles. Donc finalement, tous les humains que cette porcelette elle a rencontrés dans sa vie, c'était des gens plutôt sympas. Donc elle va généraliser ça. Un humain. On peut faire ce test-là avec un humain qui a interagi négativement et un humain qui a interagi positivement avec l'animal. En général, l'animal, il choisit plutôt l'humain avec qui il a une bonne expérience. Donc, le titre, en tout cas tel que montré sur la publicité de l'Eto Café, du Café Eto, c'était la relation humain-animal pour le meilleur ou pour le pire. Alors, bah, comme toute relation, évidemment, il y a le bon et il y a le moins bon. Alors bon, le renard est pas très clair là-dessus. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au départ, en fait, finalement, l'humain et l'animal n'ont pas besoin l'un de l'autre. Bon, on peut très bien vivre sans animaux, enfin sans contact quotidien ou sans relation avec un animal, et l'animal peut très bien vivre sans relation avec l'humain. Alors surtout, voilà, les animaux sauvages en particulier n'ont pas du tout besoin de nous. Mais par contre, quand on apprivoise un animal ou quand on crée une relation, ben là, en fait, on crée aussi une sorte de dépendance. D'un coup, il y a besoin l'un de l'autre. Ne serait-ce qu'au niveau émotionnel, parce qu'on a créé des liens, et donc on a besoin de les maintenir, ces liens, ou de les... Même à la question du bien-être animal, et on revient un petit peu sur ce qui se passe. Donc, quand on a des relations positives, on a des animaux plutôt calmes, on génère des émotions. Enfin, voilà, quand les animaux sont habitués à avoir des relations positives, ils sont plutôt calmes en présence d'humains. Donc, ça a un effet sur l'état émotionnel. Je vous ai dit, avec le test de biais de jugement, les animaux sont plutôt optimistes quand ils sont soumis à des interactions positives. Et à contrario, quand ils ont des interactions négatives, bah, ils ont peur de l'humain. Quand on a peur de quelque chose et qu'on le voit tous les jours, voire toute la journée, eh ben c'est du stress et c'est du stress chronique. Alors chronique, ça veut dire sur le long terme, finalement. Et donc ce stress chronique, ça a différents impacts. Donc bah, d'abord l'état émotionnel, ça rend pessimiste, dépressif. Voilà, on a peur tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas très sympa comme état. Mais ça a aussi des effets sur le système immunitaire. Parce que bah, être tout le temps en état de stress, ça va éteindre le système immunitaire. C'est-à-dire que en fait, le corps, l'organisme se prépare à la fuite. Donc toute l'énergie disponible va être mise dans la préparation à la fuite. Donc maintenir un état de santé, c'est pas du tout au programme.
Et ça, bah, c'est un problème parce que du coup, les animaux sont en moins bon état de santé. Ils vont développer des maladies, ou ils vont moins bien guérir de certaines maladies. Ça se voit aussi, au niveau de la production des animaux, bah, les vaches vont produire moins de lait, les poules vont pondre moins d'œufs, les cochons vont s'engraisser moins vite, les truies par exemple vont avoir moins de petits, voire faire des avortements euh, ou oui, des grossesses interrompues. Donc tout ça, bah, ça montre quand même que les animaux ont pas, enfin en tout cas n'accomplissent pas leur potentiel. Et après c'est discutable si on veut une production énorme ou pas, mais je dirais que c'est quand même un indicateur et c'est un moyen de parler aux agriculteurs aussi, aux éleveurs. Quand on leur montre qu'il y a un impact économique, bah, c'est quand même plus facile derrière de leur parler des émotions. Non pas qu'ils s'en fichent, hein, c'est juste, il y a des personnes qui doivent se nourrir aussi à la fin du mois. Et donc là, ça nous amène au consentement de l'animal. Alors, avant tout, on va peut-être commencer par considérer qu'un animal, en fait, ne connaît pas nos intentions. De même que nous, on ne connaît pas les intentions de l'animal. C'est-à-dire, enfin, moi, j'adore les animaux, j'interagis avec tout animal qui veut bien s'approcher de moi. N'empêche, un chien tout seul dans la rue, je vais attendre un petit peu, je vais l'observer un petit moment. S'il s'approche de moi, je vais pas me dire, ah, il veut des câlins, il veut peut-être de la nourriture, il a peut-être peur et il essaye de m'éloigner. Je sais pas, finalement. Et je peux pas lire dans son esprit. De même qu'on peut pas lire dans l'esprit des uns des autres, en fait. Donc, cette question de consentement, elle est importante. Par exemple, mon chat, que j'adorais, je pouvais le caresser pendant un moment, et tout d'un coup, sans prévenir, et je mets des gros guillemets parce que c'est mon esprit humain qui dit sans prévenir, il se retournait et il me griffait. Et alors ça, frustration intense, hein. Pour moi, le chat était juste voilà, un sale chat qui ne méritait pas mon amour et mon affection. Il y a 2 secondes, tout allait bien. Maintenant, tout va plus. Enfin, rien ne va. J'ai eu une agression. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, selon les scientifiques, c'est une saturation des canaux sensoriels du chat, c'est-à-dire qu'en fait, bah, il est surstimulé au niveau de ses récepteurs tactiles. Et donc, bah, c'est trop. Et il faut arrêter là. Ce que nous, on voit pas, c'est que le chat, en fait, il a envoyé des micro-signaux que nous, on n'a pas vus. Alors, peut-être un changement au niveau des oreilles. Alors, c'est subtil, hein, on est d'accord. Pour nous, c'est subtil. Pour les chats, entre eux, ça l'est pas du tout. J'ai observé, il y a 2 semaines, j'étais en Turquie pour le travail, et ils ont beaucoup d'animaux de rue. Vraiment beaucoup d'animaux de rue. Et ils sont, alors, juste comme ça, j'ai jamais vu des animaux de rue aussi bien. Les chats sont franchement bien portants, et ils ont un joli poil. Voilà. Bon, ils ont fait plein de maisons pour les héberger, enfin, ils leur donnent à manger partout. Voilà. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est que les chats entre eux ne se battent pas. Quand bien même ils soient nombreux sur un territoire. Et en fait, j'ai pu voir à quel point ils ont des communications très subtiles. C'est-à-dire de loin, il y en a un, il tourne un peu l'oreille, hop, l'autre, il se dit non, non, j'y vais pas, je recule, je vais ailleurs. Et en fait, ils communiquent ouais, d'une manière beaucoup plus subtile que nous, entre nous. Et ça, c'est notre biais d'humain. La parole, ça remplace tout le reste. Et on oublie un petit peu le langage du corps, voilà, qui est très important chez les animaux, qui est d'ailleurs, il n'y a que ça qui existe chez les animaux, ou presque. Et on peut laisser le choix à l'animal d'agir ou pas. Alors, je vous l'ai montré avec les cochons, je vous montre là avec, avec un rat. Bon, c'est pas grave, je spoil dedans. Bon, je suis désolée pour le son. Et ça va très vite, je suis désolée parce que j'ai pas trouvé mieux. Mais en fait, vous voyez que la main de se déplace et le rat lui suit. Parce qu'en fait, il veut se faire gratouiller. Il apprécie ça. Donc le fait de se déplacer, enfin, de se déplacer comme ça, en fait, on s'assure qu'à tout moment, l'animal est consentant de ce qui se passe. Euh, Moi, j'essaye de le faire. Alors, évidemment, hein, personne n'est parfait, mais voilà, j'essaye de le faire un petit peu avec mon chien. C'est-à-dire, je vais le caresser, et puis au bout d'un moment, je m'arrête et je vois un petit peu si lui il s'appuie contre moi. Je me dis bon, il a envie qu'on maintienne le contact quand même. Une autre des limites, c'est le risque pour l'animal. Alors, en particulier les animaux sauvages. Là, c'est une photo qui est bien connue aujourd'hui d'un bébé dauphin qui a eu le malheur de se retrouver pas loin d'une plage très fréquentée par les touristes. Alors, je me souviens plus où, mais peu importe. Et en fait, bah, les humains, euh,
Bah, se sont dit que ce serait trop chouette de le toucher, parce que en fait, finalement, quelles sont nos chances d'interagir avec un dauphin? Et puis un dauphin, c'est super sympa, et puis on aime les animaux, donc et puis c'est sympa de caresser, c'est positif. Sauf que bon, bah, ce pauvre dauphin, il a été touché par tellement d'humains que bah, c'est une surexposition à des pathogènes, enfin, alors, les pathogènes des bactéries, qui sont pas en soi trop négatives si elles sont peu nombreuses, mais là, comptez le nombre de mains. Et puis il a été maintenu hors de l'eau pendant une- longtemps. Alors je n'ai pas le temps en tête, mais ça a été long. Et ça a provoqué, en fait, ça a commencé en fait à le déshydrater. Donc en fait, ce pauvre animal, il a souffert de la bonne volonté finalement. Enfin, je veux dire, les gens ne pensaient pas à mal en faisant ça. Mais bon, il faut quand même voilà, respecter le fait que ça ne soit pas que positif. Et alors je parle des risques pour l'animal, mais il y a aussi un risque pour l'humain. Euh, quand, quand je suis allée rendre visite à ma maman au Cambodge, elle m'a dit, Océane, les chiens de rue, tu touches pas, hein. Moi, je dis, oh, mais... Elle me dit, non, 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 non. Ici, il y a la rage, Océane. Si jamais, par malheur, il y en a un enfin, qui le prend pas bien et qui te mord ou qui te griffe, on va passer le reste de tes vacances à l'hôpital à faire des shots, enfin, à faire des injections contre la rage au cas où. Bon, là, je me suis dit, effectivement, c'est vrai qu'il faut le repenser. Euh, Au temple d'Angkor, au Cambodge, il y a plein de singes. Alors, c'est super sympa, ils ont l'air super sympas ces singes. Il y a écrit partout, ne nourrissez pas les singes. Pourquoi? Eh bien parce que quand on commence à nourrir un singe, il y en a 150 qui arrivent, et là c'est du harcèlement, et ça peut être vraiment dangereux pour l'humain, parce que ben, ils veulent manger, et puis ils vont s'en prendre à l'humain, quoi. Donc ça, c'est des limites à penser, en fait, on ne doit pas, ce n'est pas un devoir d'interagir avec un animal, ce n'est pas un devoir de créer une relation. C'est un devoir d'avoir des interactions positives avec un animal avec lequel on vit, enfin, que l'on côtoie et dont on attend quelque chose. Quelle que soit cette chose, une production, un service, de la compagnie. Et on va vite voilà, parler de comment est-ce qu'on peut aussi avoir des interactions, parce qu'il y a des animaux qui n'aiment pas toucher, tout simplement, qui n'aiment pas les câlins, et ça peut être parce que ça rentre pas dans les interactions normales qu'ils ont. Par exemple, les poules, les oiseaux sont pas très tactiles entre eux. Ils peuvent l'être un petit peu, mais ça fait pas partie des choses qu'ils font entre eux. Donc, ils peuvent l'apprécier, évidemment, mais on va dire que la plupart des individus aviaires n'apprécient pas forcément le contact. Par contre, ce que tous les animaux apprécient, c'est de manger. Et de manger des trucs sympas. Et là, en fait, on peut associer l'humain à une activité amusante et gratifiante, et donc faire de l'entraînement. Donc pour le fun, là c'est ce que je faisais avec ma rate, je lui faisais faire des petits tours. Bah du coup, quand j'arrivais, bah elles étaient super motivées. Alors en plus quand j'agitais le truc de croquet, c'était bon. Et puis en fait, ça les stimule intellectuellement, ça leur fait apprendre des nouvelles choses. Et on peut faire ça. Et alors ces choses-là peuvent être aussi utiles pour nous, parce que bah je sais pas, on peut apprendre aux chiens à ramener le journal. Mais on peut aussi apprendre des choses qui leur sont utiles. Et ça, c'est l'entraînement à la manipulation et aux examens médicaux. Ou comment rendre votre vétérinaire sympa aux yeux de votre chien ou de votre chat. Donc, j'ai pas d'exemple avec le chien ou le chat, parce que bah, je me suis pas filmée, mais je me suis filmée avec mes cochons. Pour une de mes études, je devais leur faire une injection intranasale. Alors, encore une fois, c'est pas du tout douloureux. Par contre, c'est pas super sympa. Quand on est enrhumé et qu'il faut se mettre le pchit dans le nez, voilà. C'est pas top, et ceux qui ont des enfants le savent. Et donc là, ce que je fais, bah, donc je leur apprends à soit monter sur mes jambes, soit s'asseoir. Donc elle préfère monter sur mes jambes. Et je leur donne un morceau de pomme. Alors au début, je leur donne un morceau de pomme quand elles acceptent. Alors au début, quand elles s'assoient. Puis quand elles acceptent que je leur touche le nez avec l'injecteur, le spray. Puis quand je leur mets l'injection. Ce qui fait que le jour où j'ai dû le faire à but scientifique pour le jour de test, eh ben, je rentrais dans l'enclos avec ma petite partition portable et le cochon s'asseyait, attendait le morceau de pomme, je faisais mon injection, il n'y a pas eu de stress. Le cochon, alors peut-être que ça n'a pas été entièrement positif, n'empêche que ça n'a pas été vécu ni comme de la peur, ni comme du stress. Donc au final, la balance enfin l'équilibre émotionnel de l'animal, il est plutôt positif. Il a eu un morceau de pomme. Alors je dois dire, là c'est un entraînement. J'avais des animaux qui étaient ultra motivés et qui essayaient de rentrer même si c'était pas leur tour.
pour vous dire quand même à quel point c'était pas vraiment un problème, cette histoire d'injection intra. On va parler des animaux. Je vais parler un tout petit peu des humains parce que bah, pourquoi pas. On dit qu'on allait enfoncer des portes ouvertes. La relation humain-animal, elle est aussi positive pour les humains. Alors, il est prouvé donc scientifiquement, enfin par des études de psychologie, de sociologie et de sciences, enfin on va dire physique, donc qui mesure les battements du cœur, les taux de cortisol, d'hormones de stress, etc. Que le contact avec les animaux a un côté un petit peu apaisant. Alors pour l'anecdote, ils ont scanné, ils ont fait un IRM d'humains en train de caresser une peluche ou en train de caresser un chien. Et ben quand bien même l'interaction a été vécue de manière similaire, c'est-à-dire positive, et ben ça se code pas pareil dans le cerveau finalement, et il y a des aires sociales qui sont activées, ce qui veut dire que nous les humains on voit cette interaction comme quelque chose de social, enfin voilà, qui a un rapport à la sociabilité. J'ai dit que j'emploierais pas relation sociale, mais bon, au niveau du cerveau, c'est un peu comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça qu'en fait, on a eu l'émergence des interventions assistées par l'animal. Aujourd'hui, c'est quelque chose de courant, d'avoir en fait, avec l'aide d'animaux, de pouvoir apaiser des troubles psychologiques, de pouvoir aider, alors là comme ça j'ai dit des enfants qui ont subi des traumas, en fait, à pouvoir mieux parler, à pouvoir mieux gérer leurs traumas. Les enfants, enfin pas que les enfants d'ailleurs, les personnes atteintes d'autisme peuvent aussi mieux s'exprimer avec les animaux ou apprendre en tout cas certains codes avec les animaux parce que bah, ça a l'air de mieux se passer. Euh, alors je vais pas trop m'étendre dessus, mais ça c'est bénéfique pour l'humain. Souvent, ça n'est pas trop pour l'animal qui lui est forcé souvent enfin c'est un travail en fait qu'on attend de ces animaux-là. Et donc parfois, bah, ces interactions elles sont pas tellement positives parce qu'elles peuvent être un peu effrayantes ou parce qu'elles peuvent être trop finalement. Enfin l'animal a besoin de s'arrêter un peu plus tôt que prévu, enfin que oui que prévu dans la séance. Donc voilà, ça c'est le petit bémol que je mets, mais voilà pour pour les humains il y a quand même ça a été bien prouvé que c'est positif. Euh, et donc, et pour les gens qui travaillent avec les animaux, donc les éleveurs par exemple, mais aussi les vétérinaires, les chercheurs comme moi, et les personnes qui s'occupent des animaux utilisés dans la recherche, le fait de pouvoir avoir une relation avec leurs animaux, de s'autoriser finalement à nouer des liens, à avoir des interactions positives avec les animaux, bah ça améliore le plaisir qu'on a à travailler, la perception de notre travail, voilà. Et en fait, c'est un cercle vertueux parce que plus on apprécie son travail, plus on a envie de bien le faire. Donc, on va plus s'informer sur comment bien le faire. Donc, on va plus s'informer sur comment avoir des relations positives avec les animaux. Donc, on va avoir plus de relations positives avec les animaux. Et ça s'auto-entretient. Ça améliore encore plus l'amour qu'on a pour le travail. Par contre, il y a un petit bémol, c'est que pour les gens qui travaillent avec les animaux, bah, il y a ce qu'on appelle la fatigue compassionnelle, quand l'animal doit mourir ou tout simplement meurt. Euh, et ça, en fait, c'est parce que, alors, les éleveurs sont des gens qui aiment les animaux, fondamentalement, qui aiment élever des animaux. En général, il n'y en a pas un qui a fait ce boulot parce qu'ils aiment les tuer, sinon ils travailleraient dans les abattoirs. Et donc, bah, ça peut être un vecteur de stress bah, chronique ou Alors, fatigue compassionnelle, en fait, c'est un état un peu dépressif où on n'apprécie plus ce qu'on fait vraiment, où on n'apprécie plus sa vie, on a une très mauvaise image de soi, parce que justement, on se lie d'amitié, ou enfin, en tout cas, on crée une relation positive avec un animal et au final, on doit le tuer. Alors, c'est quelque chose qui est très répandu aussi bah, chez les vétérinaires qui doivent, bah, qui parfois en fait enchaînent les euthanasies au cours d'une journée et c'est un poids émotionnel très très fort, même s'ils n'ont pas forcément lié, ils se sont pas forcément liés avec cet animal-là particulier parce que bah, peut-être qu'ils l'ont jamais eu comme dans leur clientèle ou enfin patientèle. Mais il n'empêche que voilà, le fait de vouloir des relations positives peut aussi avoir un effet négatif. Et pour la recherche, eh ben oui, quand on doit quand on doit les euthanasier à la fin d'un protocole de recherche, bah ça, ça a un impact, un impact émotionnel assez fort. Je peux en témoigner. Et c'est pour ça
que Ethosphère existe. Je boucle. Parce que justement, en fait, en permettant au personnel de recherche de réhabiliter, d'offrir une retraite à leurs animaux, et ben en fait, on retire cette fatigue compassionnelle parce qu'ils savent que bah, les animaux dont ils se sont occupés, avec qui ils ont lié des relations, enfin, ils ont créé des relations, bah, ils peuvent avoir une vie après le laboratoire. Et donc, ça améliore grandement la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, de leur travail. Et, euh, et ils ont encore plus envie de se lier avec les animaux puisque bah, ils sont pas à les tuer. Mais bien sûr que si, tout à fait. On en propose à l'adoption assez régulièrement et il y en a proposé. Alors je vais faire de la pub pour les copains aussi. Il y a en France, donc il y a Ethosphère, il y a l'association White Rabbit qui propose des animaux, alors surtout des animaux domestiques, non, exclusivement des animaux domestiques de compagnie, donc des lapins, cochons d'Inde, rats, souris, hamsters, gerbilles, chiens, chats, voilà. Ce que je dis, il y a autre chose, hein, sûrement, ouais. En fait, ils se refusent aucune espèce, disons que c'est, voilà. Mais, et il y a l'association Graal aussi, qui, via des refuges, propose des animaux à l'adoption. Donc, si c'est quelque chose qui vous semble intéressant, bah, je vous propose de nous contacter ou de contacter les copains et voilà, donc c'est la fin. Alors je vais peut-être couper le son parce que comme ça on peut discuter en même temps de ça, mais je vais vous mettre cette chouette vidéo. Alors non, on va quand même finir par ce que dit le renard à la fin. Il partage son secret et il dit, c'est très simple. L'essentiel, on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors je vous avais présenté tous les tests qu'on peut faire en voyant bien avec les yeux, mais finalement, bah, intuitivement, on sait quand même ce qui se passe, si on n'est pas trop aveugle. Et donc, je vous laisse avec cette petite vidéo où on voit des animaux interagir, venir de leur plein gré. Alors, elle est connue, hein, je l'ai vue au moins 5 fois en quelques années. Mais je trouve qu'elle est pas mal parce qu'elle illustre assez bien, en fait, finalement, bah, la diversité de rapports. Alors, ça peut être dangereux, ça. Hein. On est d'accord, ne faites pas ça chez vous ou dans la nature comme ça avec un animal qu'on ne connaît pas. Tout ça, ce sont des animaux qui connaissent l'humain. Alors l'humain en général, ou cet humain-là en particulier. Ouais, c'est Jane Goodall, super, tu connais bien les références, ça c'est top, hein. Tu pourras faire un bon éthologue. Et voilà, et donc, bah, voilà, je trouve cette vidéo assez intéressante. On n'est pas obligé de la regarder en entier, il y a 7 minutes, donc ça peut être un peu long, mais voilà, bon, là on voit pas que c'est très voulu par l'animal, mais quelque part il pourrait s'en aller s'il le voulait, j'imagine. On va partir du principe que les animaux sont volontaires là-dedans. Mais voilà, finalement on peut voir que bah, tous les animaux, je vous ai dit, les poulets apprécient pas forcément le contact physique, mais en fait ils le peuvent si, dans la période sensible, ils ont été habitués. J'ai une copine qui a des poules chez elle, sa fille, quand les œufs ont éclos, elle dit bah ils dorment dans mon lit. Et ma copine elle a dit bon d'accord. Et en fait maintenant cette poule, elle suit la petite fille partout, elle lui fait des câlins, c'est un chat, voilà. Ouais, là c'est le chien qui fait des interactions sur l'homme, absolument. Et donc voilà, dans ces vidéos, alors j'aime bien faire un tout petit peu de présentation, enfin de prévention aussi, parce que bah, en fait toutes ces vidéos, quand on les regarde, on a très très envie de le faire, et parce qu'on aime les animaux, parce qu'on est intéressé par les animaux, et en fait on voit notre relation beaucoup à travers ce contact physique qu'on voit comme le summum de la relation. Alors oui peut-être, mais il y a tellement plus, enfin c'est tellement plus divers et c'est tellement plus satisfaisant des fois de ne pas interagir directement avec l'animal, mais de pouvoir l'observer. Et c'est ce qu'on fait en éthologie finalement, on observe les animaux plus qu'on interagit avec eux. Et je trouve ça assez passionnant. J'ai une amie qui est passionnée de corbeaux, enfin de corvidés, donc corbeaux, corneilles, tous les oiseaux noirs. Et en fait, elle les apprivoise. Alors, elle les voit, elle voit là où ils sont. Et puis, elle les apprivoise en mettant tous les matins sur sa fenêtre à manger. Et les corbeaux, bah, ils voient très bien qu'il y a à manger. Donc, ils se positionnent. Et en fait, comme elle le fait à heure fixe,
et ben, ils savent que ça va se produire, donc ils viennent tous les jours un peu plus à l'heure. Et en fait, au bout d'un moment, comme ils voient qu'elle fait que donner à manger, voire que observer, ben, ils restent plus longtemps sur la fenêtre. Et des fois, en fait, ils tapent à la fenêtre et ils veulent finalement, on va dire, la rencontrer. Et en fait, ça n'a lieu que parce qu'on a eu la patience de ne pas interagir. De ne pas interagir par la voie tactile d'abord. Et voilà. Et s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cette intervention, c'est que c'est qu'il n'y a pas que le toucher. Il y a tellement plus qu'on peut nouer une relation de tellement de façons différentes avec les animaux. Et voilà. Et je vous renvoie aussi au très bon livre L'œil du loup de Daniel Pénac. On l'a lu dans ma classe il y a pas très Tu as une institutrice au top. Non, non, mais, ah non, mais c'est génial. Mais vous me donnerez le modèle, je veux le même. C'est génial. Et tu l'as bien aimé ce livre? Ouais. Et qu'est-ce qui fait Oui, les animaux parlent. Bah oui, c'est l'anthropomorphisation, c'est-à-dire que des fois, pour faire passer des messages, bah, on prétend que les animaux, ils peuvent faire des choses comme les humains parce que, bah, en fait, si on te décrivait tous les comportements des animaux et ce que ça veut dire, ça ferait un bouquin comme ça, que à mon avis, tes camarades auraient. Enfin, peut-être toi, tu les lirais, mais peut-être tes camarades pas trop. Non, toi non plus, hein. Et voilà, et donc ce livre, il parle aussi d'un petit garçon et d'un loup, en fait, qui nouent une relation uniquement avec le regard et qui se disent plein de choses. Alors, c'est romancé, mais... Ouais, exactement. Et il se fixe toute la journée, exactement. Et c'est ça qui est fort dans ce livre, c'est qu'il arrive à se comprendre juste avec le regard. Ouais, trop bien. Ah oui, enfin, oui, oui, moi j'en suis persuadée parce que, en fait, alors, j'imagine que ça peut être un grand débat, mais en fait, quand on force une relation, l'animal peut s'y soumettre parce que finalement, il n'a pas d'échappatoire. Donc, il peut accepter des caresses. Mais est-ce qu'il les veut? Est-ce qu'il les a associées positivement dans son esprit? Bah, pas forcément. Euh, de même que bah, si moi, j'arrive là au milieu et je commence à vous toucher les uns les autres, y en a peut-être certains d'entre vous, ils viendront pas me parler après au café. Hein. Ils vont se dire non, celle-là, elle est bizarre, toucher, ça va pas le faire. Euh, et en fait, bah, c'est ça qui se passe avec les animaux. Et donc, par contre, si on les laisse venir, eux, en fait, tout au long, en fait, ils vont avoir un processus intellectuel qui va se construire itération après itération de jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Ah, je l'ai touché, tout va bien. Ok, bah, on peut le refaire. Et en fait, à ce moment-là, finalement, la relation elle est basée sur la confiance l'un envers l'autre, parce que l'animal a confiance qu'il ne se passera rien de négatif. Et, pour moi, c'est plus fort, parce que disons que c'est plus difficile d'apprendre. Alors, parce que pour survivre dans la vie, il vaut mieux éviter ce qui fait peur ou ce qui est dangereux. Et ça, le cerveau, il le retient très très bien. Donc c'est hyper facile de retenir quelque chose qui fait peur. Par contre, quelque chose de plaisant, alors c'est facile, mais de contrebalancer quelque chose qui fait peur par quelque chose qui fait plaisir, ça prend du temps, des efforts. Voilà. Par contre, quand on parle de quelque chose de positif, bah, les événements négatifs qui peuvent arriver ont moins d'impact finalement, parce qu'il y a une base de positivité avant ça. Est-ce que c'est clair? Ouais. Alors, j'ai été assez dichotomique aussi dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait les interactions positives et les interactions négatives, comme si dans un monde parfait, on faisait que l'un ou l'autre. Mais on est des humains, on est des individus, parce que les animaux c'est pareil, hein, ils sont pas toujours que positifs ou pas toujours que négatifs entre eux. Et ça, en fait, la réalité de relation et des interactions humain-animal, c'est que c'est un mix des deux. Il y a forcément un jour où on n'a pas de patience, la journée elle était pourrie, il n'y a rien qui est allé, qui est bien allé, on est fatigué, voilà. Et on va être un peu brusque avec un animal, on va perdre patience si l'animal fait pas ce qu'on a envie qu'il fasse.
Et dans ces cas-là, en fait, bah, ce qui est important, finalement, dans la globalité, c'est combien il y a eu d'expériences positives pour combien de négatives. Et quand on peut contrôler, bah, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Parce qu'il y aura toujours un moment où on va perdre contrôle. Ça arrive, c'est comme ça, voilà, c'est la vie. Mais tant qu'on peut contrôler, qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et si c'est positif, bah, l'animal, voilà, je pense que ils ont quand même des capacités intellectuelles assez avancées pour comprendre qu'un événement isolé ne fait pas foi, enfin ne fait pas, ne prédit pas toutes les interactions futures. C'est ce qui a été prouvé aussi par la science d'ailleurs. Voilà. Alors,